Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième des prix de la saison consacré à un week-end de chinois matinal et chargé avec un sprint, une partie sprint qu'on a déjà débriefé dans le bilan d'hier. Et voici maintenant le bilan du week-end global avec un grand prix particulier mais qui, je trouve, nous donne plusieurs leçons sur ce début de saison. Alors était-ce un mauvais Grand Prix? C'est généralement la question qu'on se pose quand, comme là, il n'y a pas d'événement majeur, d'événement fort en dehors du premier tour et peut-être du moment du premier arrêt où il s'est passé un peu des choses. Ouais, ça a été une course un petit peu ennuyante de ce point de vue-là. En fait, c'était une course premièrement très tactique puisqu'on va y venir. Il y avait un débat dans cette course. Est-ce qu'il faut faire un ou deux arrêts? Donc on a été clairement dans la gestion et la conservation des gommes. Mais surtout, ce qui je trouve a pénalisé tout ce week-end de chinois, on l'a vu aussi dans le sprint, c'est qu'en fait c'était très dur de rester proche des autres, de doubler à cause de l'air sale. Et donc une fois que tu es dans le trafic, eh ben, tu es un petit peu bloqué à ta position. On l'a vu dans le sprint le samedi, la McLaren est coincée entre les deux Aston pendant 15 tours, alors que c'est la machine qui a gagné le Grand Prix. Donc clairement, ça montre que c'était très compliqué. Peu importe où on se trouvait, peu importe quelle était la voiture de devant et ta propre voiture, eh ben, il fallait réussir à se mettre à 2-3 secondes derrière pour ne pas trop souffrir, ne pas trop dégrader les pneus avant qui sont vraiment primordiaux sur cette piste. Donc voilà, la track position, la position en piste, pour franciser cette expression, était vraiment clé ce week-end en Chine. On va y venir dans le débrief cas par cas. Malgré tout quand même, quand je vois le résultat, quand je vois ce résultat aussi amplifié avec les disqualifications des deux Ferrari et de Pierre Gasly, ben c'est quand même fou et ça donne encore ce début de saison où comptablement, d'un point de vue purement résultat, ben on a des choses assez anormales. Disqualifications d'Hamilton, Leclerc et Gasly qui sont évidemment ultra lourdes puisque les fautes techniques sur leur voiture n'ont clairement, on va se le dire, pas eu d'impact, hein. On parle d'1 kg pour Leclerc et Gasly en moins, on parle de 5 mm, 0,5 mm sur la planche d'Hamilton, donc concrètement, ça n'a pas été un avantage compétitif pour eux. Malgré tout, voilà, on le sait dans ce genre de cas, bah, c'est noir ou blanc, on ne peut pas fixer d'autres limites sur les raisons techniques, donc c'est comme ça. Allez, attaquons le débrief de ce Grand Prix par le premier tour où Piastri s'envole bien, peut-être un petit peu moins bien tout de même que Russell qui réagit plus vite, mais Piastri couvre et va donc garder la tête et même offrir l'occasion à Norris de faire l'extérieur à Russell. Les McLaren prennent donc une position idéale, première et deuxième. Derrière, on a évidemment ce contact entre les Ferrari qui sont très chanceuses de continuer toutes les deux. Hamilton aurait pu crever. Bon, même si finalement, ça aurait peut-être été mieux pour eux d'abandonner au premier tour, bah, ça leur aurait enlevé 4 heures de travail parce que finalement, ça n'a servi à rien. Clairement, pour moi, c'est un fait de course. Hein. Si ça n'avait pas été entre deux coéquipiers, j'aurais pas voulu de pénalité. Malgré tout, je trouve quand même que c'est Leclerc qui est derrière, qui perd un peu le contrôle de sa voiture sur le vibreur, il a un snap au mauvais moment, Hamilton lui n'a rien fait de mal, donc voilà, heureusement pour eux c'était sans frais, et même presque c'était bien pour Leclerc, parce que sa voiture a l'air de mieux marcher sans aileron, évidemment c'est pas le cas, mais c'était dingue qu'il ait autant de perf, avec un end plate en moins et une partie gauche de l'aileron totalement effondrée. Dans ce premier tour, on a également Verstappen qui perd 2 places sur les deux Ferrari, puisqu'il a tenté l'extérieur dans l'escargot, Hamilton a pu se faufiler, Leclerc également, donc c'était pas forcément le bon choix pour lui, et on a aussi Hadjar qui perd 2 positions sur Antonelli et Tsunoda. Et il a dit que c'était son seul regret de la course. Il s'est bien envolé puisqu'il était à hauteur de Leclerc au début du virage 1, mais la sortie de l'escargot s'est moins bien placée pour lui. Et sinon, sur ce départ, je note aussi Pierre Gasly qui gagne encore, je crois, exactement comme dans le sprint, 3 positions. Alors maintenant, comment s'est dessinée la victoire dans ce Grand Prix? Bon, clairement, c'était un duel entre les McLaren et George Russell, puisque assez rapidement, on a vu qu'Hamilton regardait plus derrière lui que devant lui, il n'avait pas le rythme du top 3, et même ensuite, quand Leclerc était dans l'air libre, pas possible pour lui d'aller chercher ce qui se passait devant, et Verstappen, lui, n'avait clairement pas le rythme, on y viendra. Donc clairement, c'était entre les trois. Piastri avait évidemment là-dedans l'avantage de l'air libre, ce qui permet de beaucoup mieux gérer, c'est beaucoup plus facile, on l'a vu avec Hamilton dans le sprint, être devant, n'avoir personne, avoir l'air libre, ça fait énormément de différence. Et après ça, l'Australien a été complètement impérial, il a fait ce qu'il fallait. Mais disons qu'avec la pole et le bon départ, eh bien ici en Chine, il avait déjà fait un bon 85% de sa victoire finalement. Alors après, au moment de l'arrêt, on a quand même vu que l'undercut était absolument surpuissant. C'est d'ailleurs comme ça que Russell est brièvement passé devant Norris, qui s'était arrêté seulement un tour après lui. Je pense qu'un undercut, tu gagnais entre 2 et 3 secondes, c'était impressionnant. Mais Norris est repassé dès le 18e tour, et je pense qu'il a bien fait de faire ça très vite, parce que je pense que s'il était resté derrière Russell, même s'il a une voiture plus performante, on y viendra, eh bien, je pense qu'il aurait pu rester coincé comme d'autres l'ont été dans ce Grand Prix. Donc c'était vraiment ultra important.
Et puis après donc vient la question de faut-il faire 1 ou 2 arrêts. Tout le monde s'attendait à 2 avant la course, mais très vite, plusieurs pilotes, notamment Russell, dès le tour 14, qui dit les pneus vraiment tiennent extrêmement bien. Donc il y a ce débat. Évidemment, c'était un peu une redite de Spa l'an dernier, des voitures qui tentent de s'arrêter pour un deuxième arrêt, celle qui reste en piste, qui avait finalement la bonne solution. Ça avait profité à Russell l'an dernier, et cette année, il a encore fait le bon choix, parce qu'en fait, le truc qu'on n'avait pas anticipé, c'est que les pneus hard tenaient extrêmement bien, et oui, à cause du format sprint, personne ne les avait montés, ne les avait essayés lors de la séance d'essai libre, et évidemment pas lors du sprint, et évidemment pas en qualif. Donc on a découvert en course cette dégradation et elle était moins forte que prévu. Ça a changé, je pense, l'histoire de cette course. Et puis en plus, quand Hamilton et les deux Racing Bulls se sont arrêtés pour ce deuxième arrêt et qu'on a vu leur chrono, on a vite compris que non, il fallait rester sur la piste, ne pas faire de deuxième arrêt. Donc clairement, c'était bien joué, notamment de la part de McLaren, qui a plein de bonnes choses, qui a la meilleure voiture, mais qui devait encore bien réussir cette stratégie, parce qu'on les a vus bafouiller l'an dernier là-dessus, notamment à Spa, où dans la même situation, Piastri en tête avait fait un deuxième arrêt. Donc là, cette fois, ils ne l'ont pas fait. Donc ouais, comme je le disais, victoire et doublé de McLaren, logique parce qu'on l'a encore vu ce week-end, malgré un week-end de sprint plus compliqué pour eux, ou un circuit aussi qui leur convient moins, des réglages de cette voiture qui sont moins faciles à trouver, ils ont quand même terminé par dominer quand il le fallait. Et en fait, c'est ça qui est un petit peu flippant quand même, c'est qu'ils sont devant, et on a le sentiment qu'ils sont devant même quand ça va pas trop. Leur marge en fait sur les autres est un petit peu inconnue. Quand on regarde ce week-end sur la partie sprint, et même sur le résultat brut à l'arrivée, l'écart avec les autres n'est pas si énorme, mais je pense qu'on a vu la McLaren quasiment dans ses pires conditions ce week-end, dans ce qui la favorise le moins, un circuit de pneus avant, un circuit très différent de l'Australie où elle était très bonne, donc qu'il soit autant devant, c'est flippant. La petite source d'espoir pour les autres, c'est que les pilotes ne sont pas irréprochables, on y viendra évidemment, mais aussi que cette année, encore une fois, la qualif risque d'être primordiale et que c'est peut-être le moment où McLaren a parfois du mal à extraire son maximum, même si par moments elle est impressionnante. Donc voilà, c'est là-dessus que peut-être des Russell, des Verstappen, des Ferrari peuvent s'accrocher. Sinon donc quand même pour terminer sur cette lutte à la victoire, Norris est vite repassé devant Russell, a suivi ensuite Piastri, était à 2-3 secondes, mais comme pour les autres, faire l'effort de se rapprocher, de passer, ça ne servait à rien, c'était pas possible vu les pneus, vu l'air sale, et je pense que Piastri maîtrisait totalement cette course, donc logiquement Norris est terminé deuxième, mais il y a eu évidemment cet énorme souci de pédale de frein qui s'est allongée, qui s'est détruite quasiment sur la fin de la course. J'ai calculé, Norris a perdu 8 secondes 5 sur les 3 derniers tours par rapport à Russell, et près de 4,5-5 rien que dans le dernier, donc clairement à un tour près, je veux même dire à 3 virages près, je pense que Lando terminait pas deuxième, voire même ça cassait, il terminait pas du tout, donc évidemment ça c'est un très très gros problème. Heureusement ça n'a rien coûté à McLaren, mais de la même manière que Norris ne peut pas se permettre certaines erreurs, McLaren ne peut pas se permettre ce genre de gros soucis qui heureusement restent sans conséquence aujourd'hui. Et du coup, au sortir de ce week-end, un des enseignements majeurs pour moi dans la continuité finalement de Melbourne, c'est que Piastri est bien au rendez-vous. Il a été complètement impérial. Dommage, en SQ3, ça n'a pas été optimal, mais rappelons que l'équipe a aussi foiré son coup puisqu'elle a décidé de faire un tour d'attaque, un tour ralenti, un tour d'attaque. C'était le mauvais choix. C'est aussi pour ça que Piastri n'a pas réussi son dernier tour et n'est parti que 3e, mais son sprint était top. Sa qualif, il a pris la pole, le Grand Prix, il est parfait. Et donc ce Norris-là vient de signer sa meilleure, sa plus belle victoire en Formule 1, largement la plus convaincante. Et ce Norris-là, ce Piastri-là, il est très 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 sérieux, il joue le championnat. Donc déjà que sa performance en Australie m'avait plu dans le rythme, je me dis que s'il continue comme ça, on va avoir le duel de coéquipiers qu'on anticipe, qu'on espère, qui n'était pas là l'an dernier, mais qui peut être là si ce Piastri d'aujourd'hui se confirme. Et notons aussi qu'au classement, avec la partie sprint, etc., il n'a plus que 10 points de retard sur Lando Norris, donc finalement, il a effacé ce week-end une belle partie du retard qu'il avait accumulé à cause de son erreur très coûteuse en Australie. Donc mine de rien, ça aussi ça compte, parce que s'il attaque la saison avec une victoire de moins que Norris, 25-22 points, dans les consignes d'équipe, dans les têtes, ça pèse, alors que là, il n'y a plus que 10 points, ça y est, ils sont quasiment à nouveau à égalité, quoi. Et ça, c'est un peu la faute à Lando Norris qui n'est pas complètement à l'aise dans cette voiture, qui, on le sait, on l'entend, n'est pas parfaitement facile à régler, pas facile à conduire, et elle n'est pas complètement dans le style de Lando, donc il n'est pas capable d'en extraire le 100%. Le souci, c'est que ça, ok, pourquoi pas, mais il faut compenser en étant au maximum quand même. Et là, Norris, ça fait pour moi ce week-end 3 erreurs qui coûtent trop cher. L'erreur en SQ3, le dernier tour, le blocage de roue. Certes, il y avait McLaren qui avait mal géré cette SQ3, mais Norris, s'il ne fait pas le blocage de roue, il peut être mieux placé que 6e. Il y a l'erreur dans le premier tour du sprint, même si encore une fois,
voilà, je reste un petit peu indulgent là-dessus. Et il y a l'erreur dans le dernier tour du Q3 qu'il rate, et ça, ça le fait partir 3e au lieu potentiellement dans pole. Donc ce week-end, Norris fait P8 du sprint, P2 de la course, alors que franchement, il doit faire podium du sprint et gagner cette course, puisque voilà, c'est une McLaren qui a gagné, et quand on est Lando Norris, on doit gagner si une McLaren gagne. Donc voilà, compliqué. Clairement, la conclusion, c'est qu'on a préféré le Norris de l'Australie que le Norris de la Chine, que le Norris qui peut être champion, c'est plutôt celui du week-end d'avant que de ce week-end-là. Malgré tout, doucement, je le répète, il n'est pas encore à l'aise. Ce qu'il fait reste tout de même correct, il a une bonne approche. L'essentiel maintenant, ça va être d'optimiser tant qu'il ne se sent pas encore très bien, parce qu'il a plutôt bien fait sur la partie Grand Prix, et aussi de trouver la clé pour à un moment donné faire corps avec cette voiture, à l'image d'un Verstappen chez Red Bull ces dernières années. En tout cas, cette fois, il va devoir trouver ses réponses, puisque la McLaren est au-dessus des autres, au moins sur ce début de saison. Je pense qu'elle peut l'être sur une bonne partie de la saison, et que si à un moment donné, personne ne rattrape, ils le seront jusqu'au bout. Donc, un duel pilote s'annonce pour le titre. Donc ouais, Lando Norris doit être au niveau. Un mot également de l'homme qui accompagne les deux McLaren sur le podium, c'est George Russell qui a encore été parfait. Je pourrais quasiment copier-coller ce que j'ai dit en Australie. Dans le sprint, c'était dur de faire mieux. Il trouve les bons réglages aussi dans la partie qualif, ce qui lui permet entre autres de faire un super tour, partir en première ligne. Et après ça, voilà, les McLaren étaient au-dessus, il est repassé derrière, il fait quand même un podium, il bat les Ferrari et Verstappen qui étaient finalement ses vrais adversaires sur cette course. Donc voilà, George Russell fait un exceptionnel début de saison dans la lignée de 2024, c'est parfait pour Mercedes. Mercedes qui n'est pas mal, franchement c'est pas mal, mais c'est pas encore non plus exceptionnel, et je pense que la position en piste obtenue en qualif et les conditions particulières d'air sale de ce circuit ont permis à Mercedes de se placer confortablement entre guillemets devant Ferrari et Red Bull, mais qu'en vrai il y a beaucoup plus match que ça et je ne les qualifierais pas complètement de deuxième force après ce week-end. Malgré tout, pour l'instant, de la part de l'équipe et de la part de George, l'optimisation est parfaite, ça donne 2 podiums, ça donne la P3 au championnat à seulement 9 points de Lando Norris, ça donne la P2 au constructeur, donc là pour l'instant, bravo. Quant à Verstappen maintenant, avec lui j'aborde pour moi le deuxième enseignement de ce week-end et sûrement le plus gros, c'est que Max Verstappen ne pourra pas jouer le championnat avec la Red Bull qu'il conduit actuellement. Alors lui, il est parfait, on l'a vu en Australie, on l'a encore vu ce week-end, ces deux qualifs elles sont admirables, je ne sais pas s'il y a un demi-dixième restant dans la voiture en termes de potentiel, c'est magnifique, P2, P4, le sprint 3e, je pense que c'est clairement le bout du monde pour lui, et sa course, je vais y venir, elle est parfaite. Maintenant, sa machine, on l'a vu, elle dégrade, elle n'a pas le rythme des tout meilleurs, certainement pas de McLaren. Donc ouais, si Red Bull ne trouve pas de solution, Verstappen aura beau être parfait, sur 24 week-ends face à cette McLaren, je vois pas comment. Red Bull a du boulot. La course Verstappen, justement, on y vient. Alors notons quand même qu'il perd ses 2 positions sur les Ferrari dans le premier virage. Et ensuite, tout de suite, il se met à 4, 5, 6 secondes. On sent que son rythme est plus lent. Mais en fait, il a aussi fait une course intelligente, patiente, comme il l'a expliqué, notamment sur le début du relais en hard, qu'il a préservé au début. Puis ensuite, il est revenu sur un Leclerc esselé et affaibli avec son aileron. Il a été le chercher pour la P4, avec encore une bonne stratégie de sa part et de la part de Red Bull. Et donc finalement, sur la ligne d'arrivée, il termine devant les 2 Ferrari, alors que selon moi, vu les forces d'hier, ça n'aurait pas dû être le cas. Donc quelque part, il fait P4 au lieu de P6. Encore bravo, encore 4 points gagnés. Ça explique pourquoi. Il est encore P2 au championnat et qu'il n'a que 8 points de retard sur Norris, alors qu'en termes de machine pour l'instant, il y a un énorme écart entre la Red Bull et la McLaren. Donc bravo Verstappen, tu es héroïque. Maintenant, si ton équipe fait pas mieux, je vois pas comment tu pourras aller chercher un 5e titre. Franchement, je pense que là, la balle est dans le camp de Red Bull et que si ça s'améliore pas sur les 5-6 prochains Grands Prix, ça peut chauffer. On arrive à Ferrari, un autre gros morceau de ce week-end, et en fait, je pense qu'en revoyant un petit peu tout ce qu'ils ont fait ce week-end, Lewis Hamilton a fait illusion sur le vrai niveau de la voiture. Je m'explique. En gros, avec une seule séance d'essai libre, j'ai le sentiment que Lewis Hamilton, avec son expérience, son feeling et aussi son excellente connaissance de circuit, où il est le recordman absolu dans toutes les catégories, il a direct mis le doigt, plus vite que les autres, sur le bon réglage. Et donc c'est pour ça qu'il a été si bon dans la partie sprint, la pole, le sprint parfait, avec en plus l'air libre, on a vu, donc il était devant, il a gagné ce sprint, clairement très bien, mais ensuite on a vu dans la qualif du Grand Prix que quand Ferrari a essayé d'aller un petit peu plus loin sur les réglages pour gagner du temps, ils se sont un petit peu foirés, preuve que la compréhension de la machine, elle est pas top, et quand les autres ont amélioré, ont passé un step, eux ne l'ont pas fait. Donc la vraie perf de la voiture, elle n'est pas vraiment là.
Et on a aussi vu sur la dégradation en course, dans le trafic cette fois, que finalement Ferrari n'avait pas d'avantage magique là-dessus et que en fait c'était aussi compliqué. Donc ouais, pour moi il y a une déception. L'Australie n'était pas le vrai niveau de la voiture, on l'a compris, les réglages étaient trop extrêmes, trop ratés, c'est mieux que ça. Maintenant, j'ai envie de dire pareil à l'inverse du sprint, c'était trop beau, c'était pas le vrai niveau de Ferrari. Je redis, mais Vasseur a dit qu'il comprenait plus rien à ce qui se passait. Oui, c'est dur, on est perdu très clairement. Maintenant, je pense que la Ferrari est dans un espèce de no man's land où pour l'instant, la compréhension n'est pas suffisante pour régler cette voiture de manière optimale, surtout sur la qualification où il en manque, et on sait que c'est très important aujourd'hui par rapport au trafic, etc. Donc Ferrari a encore du retard et à l'arrivée, c'est une nouvelle déception. Et en plus, comme le week-end dernier, on a une nouvelle erreur stratégique coûteuse, majeure. Cette fois-ci, elle est encore pour Lewis Hamilton. 2 erreurs Ferrari sur les 2 premiers Grands Prix de Lewis Hamilton. C'est le seul top team à avoir fait 2 arrêts. Alors heureusement, entre guillemets, mais finalement ça sert à rien que la disqualification, ils n'ont pas fait les 2 voitures sur la même stratégie, contrairement à sous la pluie le week-end dernier. Mais voilà, c'était une erreur et ça a coûté à Hamilton une position. Il aurait terminé 5e sur le papier au lieu de 6. Et puis par-dessus tout ça, il y a évidemment la disqualification qui, voilà, c'est minime, 1 kg, 0,5 mm. Mais il ne faut pas que ça arrive, c'est interdit. C'est interdit dans l'optique du championnat, ça reste une faute grave. Aujourd'hui, Ferrari vit un désastre comptable, en plus des doutes qu'elle a sur sa performance. Ils sont déjà à 61 points de McLaren. Ouais, c'est clairement cata. Et pour terminer sur Ferrari, un mot rapide de l'échange de position entre les pilotes, qui était un peu plus logique, je trouve, vu la différence de rythme criante qu'il semblait y avoir entre les deux. Notons que c'est Hamilton qui en a été à l'initiative, et donc encore une fois, j'en veux à la manière dont sont diffusées les radios en direct, qui nous font sans cesse croire que ça ne va pas, qu'il y a du drama, que ça s'engueule, alors qu'en fait, c'est normal de se parler comme ça vu le moment de l'instant, et aussi on nous a pas montré les bonnes radios, puisque c'est Hamilton qui a dit en premier, je pense qu'il faudrait échanger. Donc voilà, ça Vasseur l'a dit à l'arrivée. Donc compliqué d'ailleurs, Ferrari elle-même a râlé sur la manière dont sont utilisées les radios dans la diffusion de la course. En tout cas, Hamilton était clairement moins à l'aise dans le Grand Prix. La faute, premièrement, aux réglages qui ont été changés, on va dire un petit peu dans le mauvais sens entre sprint et qualif, et aussi au fait que là, cette fois, il n'avait pas l'air libre. Donc cette Ferrari qu'il connaît encore à peine sur des longs relais de Grand Prix, avec du monde autour, avec plein de choses à gérer, forcément, c'est logique qu'il s'en sorte un petit peu moins bien qu'un Leclerc qui, même sans aileron, était plus rapide. Donc, il y a un Leclerc qui, entre guillemets, sauve son week-end sur ce rythme finalement du dimanche, un week-end où il n'avait pas la clé qu'Hamilton a lui su identifier d'entrée de jeu. C'est pas non plus la catastrophe ce week-end pour Leclerc, il s'est en plus bien rattrapé, il n'a jamais perdu ses moyens, il n'y a pas d'erreur non plus, donc ça c'est top. Maintenant, quand même, faudra pour lui que tout ça soit dû au circuit, dû à des circonstances, parce que c'est pas le Leclerc que l'on veut voir en 2025, voilà, clairement pas. En tout cas, pour conclure pour Ferrari, je pense qu'il va falloir commencer à trouver des réponses vite sur la voiture pour débloquer plus de rythme. Aussi, comment régler cette voiture sur la hauteur de caisse, puisqu'en Australie, apparemment, c'était trop haut. Là, c'était sûrement trop bas, puisque ça a abîmé le fond plat de Lewis Hamilton. Ça lui a coûté une disqualification. Donc, clairement, chez Ferrari, on comprend pas. Et on le sent notamment dans les mots, dans l'attitude de Charles Leclerc, qui devrait être le pilote le plus à fond dans cette voiture, qui a tout en tête, qui est bien dedans. Eh bien, lui ne sait pas trop dans quelle direction aller, ne comprend pas trop ce que fait sa voiture, quel est son vrai potentiel. Il a dit, j'ai cru dans le sprint qu'on avait vraiment une top voiture, aussi là aujourd'hui sur la fin du relais, j'ai cru qu'on pourrait jouer la victoire, mais en fait non. Donc voilà, Ferrari n'y est pas. Donc il y a des réponses à trouver. On arrive dans le milieu de peloton, dans le fameux midfield, qui a été un petit peu fou. Franchement, c'est extrêmement serré entre toutes ces voitures. Encore une fois, la position en piste a été complètement clé, puisqu'on peut voir notamment qu'après l'arrêt, après le deuxième arrêt, entre guillemets, ça a quasiment plus bougé entre toutes ces voitures, de la P7 à la P15 quasiment, P15, P16 même. Voilà, c'était vraiment primordial d'être bien placé sur la qualif, sur le départ et après l'arrêt. Et là-dedans, la première chose qui me vient en tête, c'est le nouveau gâchis de Racing Bulls, qui concrètement sur ce début de saison me semble être la 5e force en termes de performance pure. On voit aussi qu'après le départ, Tsunoda 8e, Hadjar 9e, il y a potentiellement 6 points dans les mains, voilà, ou en tout cas 2 voitures dans les points. C'est très bien, mais malheureusement, Tsunoda s'arrête et ressort avec du trafic, ceux qui ont une stratégie décalée, les Lawson, Hülkenberg, Biermann, donc il va perdre un petit peu de temps. Et Hadjar, lui, s'arrête un tour après, se fait undercutter par Antonelli, Gasly et Ocon. À partir de là, déjà, pour les points, c'est très compliqué.
Il va réussir à redoubler Gasly et donc passer entre guillemets P11, mais il se fera finalement overcuté par Lance Stroll qui était lui en stratégie décalée. Donc bon, déjà ça sentait pas très bon pour Isaac qui allait certainement terminer à la porte des points. Tsunoda lui était encore dans les points, je crois qu'il était 8 ou 9e, mais voilà, malheureusement ils ont fait le deuxième arrêt. Ils ont voulu anticiper l'undercut qui effectivement était surpuissant, sauf qu'en fait fallait plus s'arrêter et c'est eux qui ont permis de le comprendre, c'était une vraie erreur, ça n'a pas marché. On rajoute à ça l'aileron de Tsunoda qui lâche d'un seul coup. C'est pas la première fois qu'on voit cette équipe avoir des défaillances de pièces. On se rappelle du DRS de Tsunoda ou de Vries, je sais plus, du côté de Bakou il y a 2 ans, 3 ans, quand c'était encore AlphaTauri. On a aussi Isaac qui va buter complètement sur Douane, qui va passer, je crois, 10-12 tours derrière lui sans pouvoir le doubler. Et donc à l'arrivée, eh bien, on a un Tsunoda qui n'est plus là et un Hadjar qui n'a pas suffisamment doublé les douanes suffisamment tôt pour être 11-12e et donc même pas récolter les 2 ou 3 points après la disqualification. Donc c'est vraiment la cata totale pour Racing Bulls. Ce qui est vraiment très frustrant, c'est que sur ces 2 premiers week-ends, Racing Bulls a été pour moi 2 fois la meilleure des autres, la 5e force entre guillemets. Et en plus, c'était 2 fois des Grands Prix où le résultat final est très ouvert avec des circonstances folles ou des disqualifications. Donc c'est 2 Grands Prix sur lesquels il faut absolument capitaliser pour les équipes de la deuxième partie de tableau. Mais du coup, c'est 2 Grands Prix où Racing Bulls a pris 0 points, quand les autres en ont pris 15, 10, 6, 8 pour les Aston, les Sauber même, et évidemment les Williams. Donc ça, c'est très compliqué. Heureusement, il y a eu 3 points de Tsunoda dans le sprint, mais on peut être dégoûté pour Racing Bulls parce que le classement comptable ne reflète pas ce qu'il devrait vraiment y avoir dans la besace. Côté pilote, très rapidement, Tsunoda, parfait, top sur sa lancée. Il a raté sa Q3, mais ensuite il s'est rattrapé. Il n'a encore pas eu de chance à la stratégie. Et Hadjar, impressionnant, niveau perf pur. La SQ2, il a raté son tour, dommage. La qualif du Grand Prix, exceptionnelle. Le départ, un peu dommage. Le reste, il avait le rythme. Donc franchement, impressionnant. Et du coup, dans tout ça, qui on retrouve en tant que meilleur des autres? Là, personne n'aurait parié dessus puisque c'était la dernière force la semaine dernière. C'est Haas, c'est Esteban Ocon. C'est dû à une Haas déjà qui va bien mieux. Question de réglage, il n'y a pas eu d'évolution, mais on a mieux compris cette voiture, on l'a mieux réglée. Et aussi, c'est un circuit qui lui convient mieux puisque les gros soucis en Australie, c'était les virages rapides. Il perdait 2, 3, 4 dixièmes au sein même d'un virage rapide. Là, il y en a beaucoup moins en Chine, voire pas vraiment. Donc, ils se sentent beaucoup plus à l'aise. Ocon, magistral en qualif, 11e. Il a donc une position en piste qui est excellente. Au départ, il double Albon, ça passe 10e. Il s'arrête en premier, il fait l'undercut sur Hadjar, il passe virtuellement 9e. Il passe ensuite Anthony avec un magnifique dépassement opportuniste au bon moment, 2 roues dans l'herbe, exceptionnel, peut-être un des dépassements de la course, voire le dépassement de la course. À ce moment-là, donc, il est 8e virtuel. Puis Tsunoda va s'arrêter, ça lui offre la 7e place. Et puis il y aura 2 disqualifications devant lui, donc ça fait P5, 2e meilleur résultat de l'histoire de Haas. Voilà, ça n'a évidemment aucun sens. C'est beaucoup trop, mais voilà, la Haas était au-dessus ce week-end, c'était exceptionnel. Quand je dis ça, c'est qu'ils ont mis le doigt sur les bonnes choses, sont tombés sur un circuit aux caractéristiques de piste et de course qui leur convenait mieux, et ont bénéficié d'un Ocon qui a été décisif au bon moment, la qualif, le départ, l'arrêt, le dépassement. Donc ça amplifie un beau résultat, mais c'est un résultat mérité parce qu'obtenu à la régulière, même si la P5, évidemment, c'est un petit peu trop. Notons aussi Birman est dans les points, 10e et donc finalement 8e. Il a été top, il a été meilleur qu'Ocon dans la partie sprint, il faut le signaler. Il se qualifie malheureusement seulement 17e, mais il va prendre un bon départ. Et lui, il était sur la stratégie décalée. D'abord les hards, ensuite les médiums. Un seul arrêt, de l'air libre aussi à un moment dans la course, et les médiums pour remonter fort à la fin. Donc magnifique. Voilà, ça, c'est le vrai Birman qu'on a déjà vu plusieurs fois l'an dernier. Le Birman qui ne fait pas d'erreur, qui ne compromet pas ses week-ends en essai libre. C'est le Birman qu'on veut voir. Et c'est un Birman qui nous montre qu'encore une fois, cette cuvée de rookie, franchement, elle est exceptionnelle, quoi. Et derrière, on retrouve Antonelli qui, franchement, fait du bon travail. Mais en fait, j'ai envie de dire que ces week-ends sont un petit peu sauvés, entre guillemets, par ces 2 passages en Q3. Passages en Q3 qui sont très bons, qui prouvent qu'il est bien dans cette voiture quand même, qu'il y a un minimum de travail qui est déjà présent. Malgré tout, quand même, il prend un énorme écart sur George Russell. En fait, c'est le rookie qui a le plus gros écart avec son coéquipier. Alors, c'est dans une Mercedes, c'est tout devant, c'est face à George Russell, qui est une des références du plateau. Donc, forcément, voilà, il a des circonstances atténuantes. Malgré tout, quand même, voilà, on sent qu'en rythme de course, en rythme pur, il en manque encore beaucoup pour Antonelli, qui termine derrière une Haas. Je pense qu'il aurait dû terminer 7e entre guillemets à la régulière, mais rappelons que ce n'est que sa 2e course.
et également que ce circuit était compliqué. Une fois que tu étais coincé, et aussi il a eu des dégâts obtenus dans les premiers tours. Donc voilà, ça c'était très compliqué, évidemment ça a compliqué sa course. Donc ce que je veux dire sur Antonelli, pour pas être ambigu, c'est qu'évidemment exceptionnel, talent de fou, vous connaissez mon avis là-dessus, et ses 2 premières perfs en F1 sont très bien, vous verrez la note à la fin, forcément c'est top. Malgré tout, doucement, parce que la folie des stratégies, des disqualifications, de plein d'éléments, finalement embellissent un peu sa réalité, dans le sens où en Australie, il arrive à terminer 4e, alors qu'à la régulière, il est plutôt parti pour faire 9e ou 10e. Ce week-end, il fait P9, normalement, ça se transforme en P6, donc au final, au lieu de prendre 4 points dans les Grands Prix, il en prend 16. Donc voilà, Antonelli est exceptionnel, mais il lui reste clairement du boulot. J'aimerais bien qu'à l'avenir, il soit finalement 7e, entre les top pilotes et les autres. Il n'a pas été ce week-end, il y a quand même un bel écart. Encore un peu derrière, toujours dans les points, on retrouve un excellent Albon, encore une fois, avec une Williams qui a encore été dans le coup. Preuve que voilà, elle démarre vraiment très bien cette saison. Passage en Q3. Malheureusement, il y a 2 petits détails qui peut-être empêche Albon d'aller prendre peut-être 1 ou 2 places de plus dans cette course. Au départ, il est passé par finalement Esteban Ocon, il est seulement 11e après le premier tour, et il y a ce premier relais qui a peut-être été trop tranquille puisqu'il pensait qu'il y avait vraiment un avantage sur les autres, sur les pneus, et finalement c'était pas le cas, donc ils auraient peut-être dû pousser plus. En tout cas, ils se sont arrêtés un petit peu tard, ce qui fait qu'à l'arrivée, voilà, il y a peut-être des petits détails qui empêchent Albon d'avoir gratté un peu plus, mais il a été excellent, et en plus après la pénalité, ça fait 7e, d'énormes points pour Williams, c'est magnifique. Un petit mot du coup au passage de Carlos Sainz qui lui clairement n'est pas encore là, comme je le disais hier, ça me semble pas illogique, c'est plutôt ce que fait Hamilton dans la Ferrari qui est illogique que ce que fait Sainz dans la Williams, mais voilà, il s'accroche, son Grand Prix, son sprint c'était compliqué, mais voilà, il s'accroche, ça fait P13 et ça fait P10 avec les disqualifications. Disons que ce point n'a pas vraiment de valeur puisqu'elle ne reflète pas le niveau de Carlos pour l'instant dans la Williams, mais c'est un point d'encouragement. Et on va le prendre. En tout cas, Williams a déjà 17 points cette saison. C'est magnifique. Il y a la performance qui est là, qui est bonne. Et contrairement à Racing Bulls, chez Williams, il y a le fait de capitaliser. Et ça fait toute la différence. Un mot aussi de Lance Stroll qui score encore des points et qui a encore été, je dirais, anonymement irréprochable. La qualif, il est derrière Alonso en Q2, mais c'est 1/10, donc c'est plutôt bien, très bien. Dans le Grand Prix, il reste à sa place. Lui aussi a la stratégie décalée, donc il a à un moment donné plein d'air libre, il ressort loin dans le trafic avec une Aston qui est quand même pas la meilleure de tout ce paquet d'équipes, mais il va s'accrocher, terminer P12, ça fait P9 après les disqualifications, et c'est un Lance Stroll qui fait un top début de saison, dans une Aston qui, je le répète, pour moi est pile la voiture moyenne de championnat. Je vois Williams devant, je vois Racing Bulls devant, et As, du coup, ce week-end devant, c'est sûrement la 8e force, 7e en bataille avec Alpine. Donc ouais, compliqué, et comme ils l'ont dit eux-mêmes, les points pour l'instant sont là, mais c'est grâce aux circonstances de course, et en vrai il y a encore beaucoup de travail. Et puis Alonso, je n'en ai pas parlé mais je le cite rapidement, abandon au tour 4 pour un problème de frein, voilà, 2e abandon consécutif. Bon, finalement tout ça a peu d'importance par rapport à la carrière, la saison et l'avenir de Fernando Alonso. 2025, on fait des tours, et 2026 on essaiera de jouer vraiment. Et puis après, dans le clan des battus, on retrouve encore une fois Alpine comme le week-end dernier. Et là, ouais, c'est une déception parce qu'autant en Australie, ils étaient dans le coup, ils auraient dû marquer des points sans l'erreur stratégique. Autant là, il y a plein de choses qui n'ont pas été. Côté sprint, pas de bol entre guillemets, les 2 voitures sont gênées en SQ1, ça part loin. On a vu dans le sprint qu'il y avait plus de rythme. Dommage. Mais dans la partie Grand Prix, en fait, ça n'a pas matché, quoi. Les réglages dans les qualifs n'ont pas été exceptionnels. Encore une double élimination en Q1. Et donc, on a une Alpine qui, aujourd'hui, est dans la dure réalité d'être la 7e ou 8e force du peloton. Malgré un Gasly qui, je pense, pousse cette voiture à son max, qui fait 2 top départs, mais qui est coincé et qui termine 11e à l'arrivée. Et en plus, eh bien, il y a cette histoire d'1 kilo en trop, d'1 kilo pas assez, pardon, ils sont en dessous du point minimum, et donc mine de rien, encore une fois, en plus de ces ratés, de ces manquements niveau performance, eh bien Alpine rate les détails, et les détails en Formule 1, c'est parfois le plus important, surtout quand c'est autant serré. Donc cette Alpine-là ne marque pas de points, et c'est pour l'instant la seule à 0. Il va falloir quand même redresser la barre parce que ça fait mal, surtout qu'on a eu 2 grands prix fous, donc les concurrents directs ont pris déjà beaucoup de points. Exemple, Williams en a 17. Est-ce qu'Alpine pourra marquer 17 points à la régulière cette saison ? Voilà, c'est une question. Notons quand même que dans tout ça, je trouve Jack Doohan pas mal. Finalement, comme ce qu'on devrait attendre d'un rookie,
c'est bien, c'est dans des distances respectables de Gasly. Il n'y a pas d'erreur, en tout cas pas d'erreur majeure, parce que j'ai en tête le spin notamment en qualification. Il y a une voiture qui n'est pas facile aussi pour se mettre en valeur. Donc voilà, pour l'instant, Douane, c'est bien, même si, quand même, je dirais qu'on n'a pas encore vu chez lui l'étincelle qu'en 2 week-ends, on a quand même déjà vu à certains moments chez Antonelli, chez Hadjar, chez Biermann, chez Bortoleto. On ne l'a pas encore chez Douane, mais j'ai rien à dire. Pour l'instant, c'est du travail normal pour un rookie, donc bien joué. Faut voir sur la durée, et j'espère que du temps, il en aura. Je finis sur Douane avec les 10 secondes de pénalité, qui effectivement sont sévères. D'ailleurs, même Hadjar l'a dit, pénalité, il n'était pas pour, mais quand on prend le règlement noir sur blanc, il a poussé quelqu'un dehors pour rester devant, alors qu'il n'était pas forcément devant la corde. Donc, logique. Et pour terminer, 2 grands perdants de ce week-end, les 2 plus grands perdants avec Alpine. On a d'abord Sauber, qui en fait a été trop belle, plus belle que prévu du côté de l'Australie, où quand même elle n'était que la 9e force. Là, c'était largement la dernière équipe du peloton. Hülkenberg et Bortoleto sont proches, sont assez durs à départager, mais ils ont tous les deux fait une erreur. Hülkenberg en allant au large dans le premier tour au virage 3. Il a eu des dégâts, à partir de là sa course était compliquée. Et Bortoleto, il a spin dans le gravier au 3e tour, donc à partir de là, très compliqué. Donc sur Sauber, il n'y a pas grand chose à dire. Et on a évidemment Liam Lawson, qui est le perdant du week-end. La polémique, le sujet chaud du week-end, sera-t-il présent dans la Red Bull au Japon? On en est déjà là. C'est dingue, je n'aurais pas imaginé ça. Mais sur Liam Lawson, je m'arrête là, je ne dis rien, parce que non seulement vous connaissez déjà plus ou moins mon avis sur cette question de Lawson, et surtout du 2e pilote Red Bull, et surtout que d'ici au Japon, selon aussi les nouvelles, j'espère sortir une vidéo plus complète sur le sujet. Allez, on passe au classement. Vous voyez que Lando Norris est donc en tête du championnat malgré quelques points lâchés ce week-end. Devant Verstappen, Russell et Piastri, c'est très serré. Derrière, c'est un peu fou de retrouver Antonelli, qui a plus de points que prévu peut-être, Albon, Ocon, Stroll devant les 2 Ferrari, c'est incroyable. Au constructeur en revanche, malgré que tout ne soit pas parfait, McLaren fait déjà un beau trou sur un Mercedes qui est 2e, qui est très solide, notamment grâce à Russell et Antonelli qui démarre bien. Red Bull n'a qu'un pilote, donc forcément, elle ne pourra pas jouer le constructeur, clairement pas. Ferrari n'est pas là, n'est que à égalité avec un Williams qui capitalise, forcément. Haas a fait un énorme bond, 14 points d'un coup, alors que après l'Australie, je me suis demandé si Haas allait marquer un seul point cette saison. Voilà, ça n'a aucun sens et ça change toute la perspective de la saison. Aston se maintient avec 10 points. Sauber a capitalisé la semaine dernière. Racing Bulls a ouvert son compteur mais mériterait bien plus de points sans les erreurs de stratégie. Et Alpine est à 0. Voilà. De la position de Williams à Alpine, c'est dingue parce que ces 2 week-ends ont offert beaucoup de points à ces équipes. Donc on a des positions assez dingue, 17 points finalement pour une équipe du milieu de peloton. Quand on regarde les classements de l'an dernier, ça assure déjà de terminer au pire 8e. Ce sera peut-être pas le cas cette année, mais c'est déjà beaucoup de points. Et donc la situation de ces équipes de la 2e partie de peloton m'intéresse énormément, parce que c'est déjà joué là en 2 courses, énormément de choses. On passe aux notes, simplement avant de vous les donner, je rappelle les précautions d'usage, comme à chaque fois, et encore plus dans ce week-end, puisqu'on a assisté à 2 qualifs, un sprint, un Grand Prix. J'essaye de me rappeler de tout, puisque ce qui est fait sur la piste est fait sur la piste, donc je prends tout en compte. Il y a les disqualifications, il y a les mauvaises stratégies, donc ça impacte aussi le résultat. C'est compliqué, c'est un circuit aussi où c'était compliqué de doubler, bref, plein de choses rentrent en jeu, on essaie de garder ça à l'esprit. Voici ma lecture du week-end. Tout n'est pas parfait, vous m'aidez en commentaire à ajuster dans la bienveillance. Tout devant, j'ai un trio, Piastri, Verstappen, Russell, les 3 qui ont été parfaits ou quasi parfaits, donc personne ne s'approche non plus du 9,5-10, mais voilà, magnifique, ils ont obtenu le max, ils ont été impressionnants, parfait, j'ai rien à redire sur ces 3-là. Derrière, j'ai Albon, magnifique, double Q3, des gros points, top. Voilà, des petits détails l'empêchent peut-être d'être un petit peu plus haut s'il avait pu aller chercher Ocon ou Antonelli, mais magnifique d'Albon qui démarre bien la saison. Hamilton aussi est là. Alors oui, la partie Grand Prix était plus dure, mais ce n'est que sa 2e course avec Ferrari. Il a été impressionnant dans la partie sprint. Et finalement, dans le Grand Prix, il est pas si loin de Leclerc alors qu'il a une mauvaise stratégie. Donc pas mal. Tsunoda, partie sprint exceptionnelle. Grand Prix, génial. La stratégie, c'est pas sa faute, il s'est encore fait avoir le pauvre, et donc la note vient rattraper les points qu'il n'a pas pu prendre. Notons quand même qu'il a été dominé par Hadjar lors de la qualif du Grand Prix, donc bon, je monte pas au niveau d'Albon par exemple. Ensuite on a Ocon, dominé par Biermann dans la partie sprint, mais qui fait un 10 sur 10 dans la partie Grand Prix. Biermann qui a été dominé par Ocon dans la partie Grand Prix, mais pas non plus d'autant que ça. Pour un rookie c'est pas mal, et surtout qui a été top dans la partie Grand Prix, donc il mérite sa très bonne note qui viendra rattraper l'Australie. Derrière on a Stroll,
pas flamboyant, il faut noter qu'il y a 3 disqualifications devant, normalement c'est censé être une 12e place, mais voilà, il est solide mon Lens sur ce début de saison. Isaac, le Tour de SQ2, un Grand Prix qui s'est pas forcément passé comme il faut au départ et face à Douane, mais il a un rythme énorme pour un rookie, peut-être même qu'il mérite de passer pas loin d'un Bierman. Vous me direz s'il mérite la même note que Bierman. Derrière, Génoris, c'est bien, hein, c'est d'ailleurs pour ça que c'est un 7, donc c'est quand même une bonne note. Mais voilà, il y a 3 erreurs, Piastri est devant lui. Donc voilà, s'il veut avoir 9, faut pas faire ça, faut gagner. On a Antonelli qui a été top, comme je l'ai dit, mais j'ai aussi expliqué quelques bémols, donc voilà où se trouve sa note. Je mets ensuite Gasly, c'est dur à noter vu l'Alpine, mais bon, il est devant Douane, il fait de son mieux. Bortoletto, lui, c'est kiff avec Hülkenberg, donc c'est vraiment pas mal, mais il y a cette erreur, il y a aussi cette Sauber qui fait que c'est dur de mettre des excellentes notes, parce qu'on voit pas grand chose de leur course, c'est compliqué. Et je retrouve ensuite Leclerc, qui a fait un bon Grand Prix, mais qui a été battu par Hamilton sur l'ensemble du week-end. C'est pas le Leclerc qu'il nous faut en 2025. Sainz, pas non plus une mauvaise note, 5,5 ça reste honorable, mais voilà, il est en dessous, c'est normal, ce sont ses débuts avec Williams. J'ai ensuite Hülkenberg qui a été top dans la qualif, il part 12e, on s'en rappelle, mais c'est finalement un petit peu tout dans la brillance de son week-end. Bortoletto l'a battu sur le reste, le sprint, le virage 3, etc. Voilà, c'est pas terrible. Puis ensuite, il y a Lawson qui est un cas à part, et Fernando Alonso qui n'est pas noté à cause de son abandon très rapide. Vous avez aussi les équipes, McLaren meilleur team mais pas parfait, Mercedes excellent qui compense, Haas la magnifique surprise, Williams solide, Red Bull c'est pas tout à fait ça, peut-être même que ça vaut moins si on prend en compte la note de Lawson, j'ai peut-être envie de mettre 5, vous me direz ce que vous en pensez. Racing Bulls, la perf ça vaut un 7, l'exécution ça vaut un 4, 3, du coup ça fait 5. Aston c'est pile moyen, donc c'est pile 5. Ferrari va plus vite qu'Aston, va plus vite que Racing Bulls, mais fait des erreurs, n'est pas suffisamment satisfaisante et a été disqualifié, donc ça vaut une sanction, peut-être même ça en vaut une plus grosse, mais n'oublions pas qu'ils ont gagné le sprint. On a enfin Alpine, qui est en dessous et qui a fait une grosse erreur, donc ça vaut une sanction. Et on a Sauber, qui était largement les moins rapides. Voilà, voici les notes. J'attends vos corrections en commentaire et dans Google Doc. J'ai plus d'air, j'ai plus de respiration, je bois un coup. Voilà, merci à vous d'avoir écouté ce débrief. Je vous attends en commentaire pour avoir tous vos avis sur cette course, sur ce week-end, pour avoir vos notes. J'ai hâte de vous lire, de savoir ce que vous en avez pensé. Et si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit like, à vous abonner. On se retrouve très vite pour des vidéos d'ici le Grand Prix du Japon et tout de suite la saison qui va reprendre. On a une semaine de pause et ensuite on a 3 Grands Prix consécutifs, donc c'est l'occasion de respirer. Bref, merci à tous et on se quitte avec Enzo Ferrari qui note que pour le 1100e Grand Prix de l'histoire de la Scuderia, pour la première fois, ces 2 voitures ont été disqualifiées. C'est rare, Hamilton dans sa carrière, bientôt 400 départs, seulement 3 disqualifications, dont pour la 2e fois, une en même temps que Leclerc, on se rappelle de Austin en 2023 il me semble. Bref, plein de petits faits bizarres qui montrent que le début de saison de la Scuderia est un peu anormal. Bref, à bientôt.